Les aléas du direct, la deuxième partie. On est resté perché dans les étoiles, mais moi je vous propose quand même d'aller faire un tour au fond de la mer avec Nicolas Hirel pour le pôle aquariologie. Et programme de l'aquarium Mare Nostrum. De Mare Nostrum à Montpellier. Alors, les méduses et le sous-marin. Exactement, alors on commence par quoi ? Les méduses. Méduses ? Est-ce que ça va être une année à méduses ? J'en sais rien encore. Ce qui peut-être ne veut rien dire du tout d'ailleurs. C'est toujours une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les méduses vont être très très nombreuses cette année ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les méduses, elles profitent de la nourriture qui est disponible. Et ce sont des animaux qui nagent comme ça en pulsant leur ombrelle. On fait bien la méduse. C'est dommage. Si on peut revenir, désolé, sur le plateau. Regardez. Refaites-nous la méduse. Refaites-nous la méduse. Voilà, c'est un mouvement par réaction. Magnifique. Mais je crois que celle-là, elle est vraiment magnifique. Hein. C'est une méduse de Méditerranée. Et elles faut pas les s'y frotter quand même. Alors voilà, c'est qu'elles laissent souvent pour ces méduses-là un souvenir un peu cuisant. C'est la seule qui soit vraiment très très venimeuse sur nos côtes. Le reste le sont vraiment très peu. Mais comme on n'est pas tous égaux devant les allergies, il vaut mieux s'en méfier. Une anaméduse ou pas, elle profite de la nourriture qui est disponible et comme elles nagent au gré des courants, elles sont quelquefois apportées par les vents près des côtes, où elles s'amassent dans les zones de cuvette. Et là, on se dit, ça y est, c'est l'invasion de méduses. Il suffit que le lendemain, vous ayez un vent de terre pour qu'elles soient toutes éparpillées un peu plus au large et que personne ne les voit. Après, on commence à sentir qu'il y a des années à méduses qui seraient des cycles d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années qui seraient liés à la pluviométrie, parce que si il pleut beaucoup, les terrains sont bien lessivés, ça apporte des sels minéraux qui donnent à manger au plancton, qui donnent à manger aux sardines, qui donnent à manger aux méduses, etc. C'est ces fameuses chaînes alimentaires ou ces réseaux trophiques dont on parle. Et il y a un phénomène quand même qui tend à augmenter ces pullulation ou ces phénomènes d'accumulation de méduses, qui est que la méduse, elle a des prédateurs, elle a des concurrents, et aujourd'hui, en pêchant ou en déséquilibrant les rythmes de pêche, eh bien, quelquefois, les prédateurs de méduses, les tortues, les poissons-lunes, les thons, il y a d'autres poissons qui mangent des méduses. Il y a d'autres animaux qui mangent des méduses. Avant de manger un thon la prochaine fois, c'est très bon. Et même les méduses se mangent. Nos amis cohérents asiatiques, etc., sont très très friands de méduses. C'est un petit goût un peu sympa, gélatineux, mais c'est très rigolo. Alors, il y a eu un peu de polémique. Vous avez goûté des méduses? Ouais, c'est très très bon. Ouais, très bon. Et vous cuisinez ça comment, les méduses? Alors moi je la cuisine pas, j'achète ça en paquet ou je demande ça à mon restaurateur asiatique et on mange ça sous forme de soupe, en forme de salade, c'est fait en petites lamelles, c'est très très bon. Une bonne salade de méduses. C'est très très bon. C'est pas une spécialité argentine apparemment. Non. Plutôt dans les pays du sud-est asiatique qui en sont très très friands. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces déséquilibres, ils peuvent être compensés. C'est-à-dire que si on décidait de mieux gérer la pêche, on pourrait donner plus d'ampleur aux prédateurs de méduses. Il faudrait que les hommes soient raisonnables. Et oui, mais ça, on est raisonnable, on sait prendre des décisions pour notre vie de tous les jours. Quand vous lavez les dents vous-même, vous fermez le robinet. Ça fait bien longtemps que vous laissez pas le robinet couler. C'est des petites décisions et puis on commence à les prendre ensemble et puis après on fait un grand mouvement. Et puis grande après, décision. c'est le politique. En 1958, on décide de s'aborder le Ruby. Ah ouais, alors ça c'est vraiment c'est un sous-marin qui est compagnon de la Libération. Et oui, c'est un sous-marin qui a été construit au tout début des années 30, en 1931, et qui a traversé la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un sous-marin mouilleur de mines, c'est-à-dire qu'il venait poser à certaines profondeurs des barrages de mines, de façon à ce que les ennemis arrivant près des côtes se les prennent de plein fouet et coulent. Il a traversé toute la Seconde Guerre mondiale sans presque aucune égratignure, et il a fini sa carrière un petit peu comme bas sous-marin et sous-marin d'entraînement jusqu'en 1957. Et puis là, on décide. Il y a deux options, soit on le découpe, soit on le détruit complètement sur un chantier naval et on récupère la tôle. Et ça, c'était inacceptable pour les compagnons de la Libération. Et c'est surtout un de ses commandants. C'est un de ses commandants qui a dit mais on peut pas le démembrer comme ça. Il faut lui offrir l'océan comme cimetière. Et c'est la décision qui a été prise de le couler sur un fond de 40 mètres au sud de Saint-Tropez, au large du Cap Camara. Et aujourd'hui, il fait le bonheur des plongeurs parce que c'est un sous-marin qui est pratiquement intact
et qu'on découvre depuis 20 mètres. C'est-à-dire, il suffit de descendre de 20 mètres pour voir cette ombre se profiler, et on descend et on descend et on le découvre dans toute sa splendeur. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est un objet qui n'a été à peine détruit par la rouille, par la corrosion et par le temps. Il reste encore complètement intact. Les hélices sont disparues, mais c'est magnifique. Voilà des images qu'on doit à Gilles Di Raimondo. Voilà, Gilles Di Raimondo, et on voit que c'est un sous-marin qui est peuplé d'animaux assez extraordinaires. Il y a des murènes, il y a des congres autour, il y a les dentilles, il y a les dorades qui passent, et puis on a toute la cohorte d'antias, de castagnols qui font le show pour les plongeurs. Comment on fait pour aller plonger là-bas? On voit un club de plongée sur place? On va contacter un club de plongée. Saint-Tropez, il y en a des qui sont très très bien. Il faut surtout apprendre à plonger parce que c'est quand même 34 mètres. C'est d'accéder à Saint-Tropez, hein, parce que l'été, c'est pas gagné. Plutôt que d'accéder au sous-marin, c'est peut-être plus facile. Oui, peut-être aller au sous-marin par la mer. Ce qu'il faut surtout, c'est que la plongée est un sport de loisir, mais c'est un sport qui s'apprend parce qu'il n'est pas sans risque. Et donc, il vaut mieux apprendre à plonger. Et puis, quand on est un peu de débrouillard, on va voir le sous-marin. Mais déjà, les premiers mètres d'eau, même vos enfants, vous et moi, vous pouvez les emmener dans 3 mètres d'eau, dans 20 cm d'eau. Il y a des crevettes, il y a des poissons ahurissants à voir. Et c'est juste à côté de chez nous, vraiment. Juste à côté, puis en rentrant, vous vous arrêtez au Mare Nostrum et vous voyez tout un tas d'autres très gros et beaux poissons. Voilà, on a fait le ciel, on a fait la mer, maintenant on va faire les titres. Marlène, l'actualité, ça évolue sans arrêt, mais vous allez quand même nous parler des municipales à Montpellier. Oui, alors ça évolue lentement au municipal. Justement. La suite des tractations. Ça bouge pas beaucoup. Non, la suite des tractations au Parti socialiste, toujours pour déterminer qui conduira la liste aux élections municipales. Alors, les candidats toujours en lice, Laurent Beau, l'adjoint au maire Philippe Sorel, le maire sortant Hélène Mandroux et le président de l'Agglo, Jean-Pierre Moore. Tous les 4 sont convoqués demain soir par les instances nationales du parti pour une ultime réunion de concertation. Et si aucun accord, même partiel, n'est trouvé, eh bien, on pourrait aller vers des primaires ouvertes. Alors, vous ne m'avez pas prévenu si vous aviez changé de titre. On parle des Roms. Là, on va parler des Roms. Dans le Gard. Et après, on va parler du taureau gracié. Eh bien, alors, allons-y. Tout ça. Alors, d'abord, les Roms. La quarantaine de Roms qui campent actuellement à Quessargues pourrait être bientôt relogée. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le préfet du Gard hier. Il a notamment parlé de l'installation de mobil-homes sur un terrain militaire à Courbesac. Cette solution provisoire pourrait être mise en place dans l'attente du traitement de leur dossier, puisqu'en janvier 2014, eh bien, ils auront droit à la citoyenneté européenne. Et oui, la Roumanie fait bien sûr partie de l'Union européenne. Voilà. Et puis, du côté d'Istres, il s'est passé de belles choses. On va parler de Golossino. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est son nom. C'est le taureau de l'élevage andalouf de la Quinta qui a été gracié. Un événement qui s'est produit samedi soir à la Feria d'Istres dans le cadre de la corrida en solitaire de Juan Bautista. Il est reparti pour l'Andalousie hier soir et avant d'entamer son voyage, le taureau a été soigné, comme vous voyez sur ces images, à Saint-Martin-de-Crau. Des sutures pour ses plaies et un traitement par antibiotiques pour être sûr qu'il se porte bien, puisqu'à présent, Golossino va être un géniteur. Et oui, et peut-être un géniteur de qualité. On a vu également à l'image Juan Bautista, qui est voilà, il est venu lui dire au revoir, en fait. Gracié ce taureau. Comment il s'appelle ce taureau, vous avez dit? Golossino. Golossino. Je ne sais pas exactement, je ne parle pas espagnol. Vous progressez magnifiquement en espagnol. Golosino, je ne sais pas si c'est des golos, peut-être des golos. Peut-être. Golosino. Et qui ça veut dire quoi? Des gourmands, des golos. C'est possible. Ah, peut-être un gourmand. Il est costaud quand même. Un taureau gourmand de vie, en tout cas. Et la météo, demain, ça bouge pas? Vous êtes sûr vraiment? Non, il a fait lourd aujourd'hui. Demain, il pleut. Les averses épargneront seulement le Biterrois. Côté température, ça se rafraîchit. 16-17 degrés le matin seulement sur l'Hérault et le Gard. L'après-midi, on attend 23 degrés à Béziers, 24 à Montpellier et 26, ça sera le maximum à Nîmes. Merci Marlène. Le journal dans son intégralité, dans son intégrité même, ce sera à 19h30. À tout à l'heure. On enchaîne avec du beach rugby et avec Jérémy Mial. Vous êtes coach sportif. Nicolas, ça on peut le croire. En voyant Jérémy, oui. On peut se dire il fait un peu dans le sport. Un petit peu poussé. Tout va bien. Ça va Jérémy. Vous êtes coach sportif, tout sport ou beaucoup rugby? Enfin, moi je suis entraîneur de rugby, mais je fais du coaching à domicile, dans le centre de muscu. Voilà. Je suis sur le coaching sportif en fait, c'est sur la pratique sportive des personnes sur le domicile, sur les salles de musculation, en extérieur, voilà. Charo, vous avez un coach sportif?
Non. Faudriez pas un bon coach sportif? Écoutez, je verrai ça avec le monsieur tout à l'heure. Voilà, après, hein, vous pouvez changer vos cartes de visite. Non, mais moi, vous allez faire votre marché, là, ce soir. Vous voyez, la plongée, les étoiles, les vacances, le sport. Voilà, vous n'allez pas repartir les mains vides, vous allez voir. Alors, donc, entraîneur de rugby, où ça? Sur Jacou. Jacou. Ouais. Donc, une des équipes de la périphérie de Montpellier, qui est pourvoyeuse de joueurs. Hein, exactement. Notamment pour le MHR, bien sûr. Ouais. Hein. Alors, vous proposez Intervali, comment ça s'appelle votre tournoi? Donc en fait, moi je vais juste participer à l'événement d'Intervali, donc qui est une société qui organise des beach rugby. Donc c'est un des plus gros événements qui est en France sur le beach rugby. Cette année, il y aura 42 équipes réparties en 5 poules de compétition. Il y aura 2 poules loisirs, donc pour les non licenciés, et une poule féminine. Et ça se déroule à partir de? Ce sera à la Grande Motte samedi, à partir de 9h commencent les matchs, et on a la finale qui est à 19h. Et après ça tourne, hein, donc c'est la Grande Motte, et après il y aura d'autres rendez-vous. Sur l'Intervali, cette année, il n'y aura que sur la Grande Motte. Il y aura vraiment un événement assez important. Costaud, solide, mais à la Grande Motte. Exactement. Nicolas. Est-ce que le sable change beaucoup de choses pour un rugbyman? Est-ce que c'est plus physique, j'imagine? Énormément, oui, parce que sur le sable, on n'a pas des appuis francs, donc là, c'est les petits gabarits qui vont être favorisés. Ouais. Contrairement au rugby classique où il y a du contact, là, c'est du toucher, donc vaut mieux avoir des petits gabarits qui vont ah oui, il y a du toucher, oui. Exactement, et sur du toucher. Ah oui, il n'y a pas de plaquet. Effectivement, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, vous avez des arguments quand même. Hein. Et alors, le toucher, on va préciser quand même hein, pour nos téléspectateurs, c'est qu'il faut toucher avec les deux mains. Hein, pour, Voilà, donc le principe en fait, c'est qu'on simule un plaquage par un toucher à deux mains sur les parties habillées, que ce soit t-shirt ou short. Et à partir de 3 touchés... Ou les maillots de bain aussi, ça compte. Hein. Ou les maillots de bain. Et à 3 touchés, la balle est donnée à l'adversaire. Donc là, vraiment, le but, c'est on est sur de l'évitement. Éviter l'adversaire pour ne pas se faire toucher. Donc voilà, c'est assez donc spectaculaire. On n'est pas dans le plaquage, hein, parce qu'avec le sable et tout, non, ça deviendrait un peu inconfortable. C'est plus spectaculaire et plus joli à voir. Il y a vraiment un beau spectacle à voir samedi sur la Grande Motte. Comment ça marche? Les équipes sont enregistrées à l'avance, on peut se pointer, c'est un peu ouvert aux amateurs. Comment ça marche? Non, déjà les inscriptions sont clôturées depuis un mois. Il y a une réelle demande. Là, ils ont clôturé à 42 équipes, ce qui commence déjà à faire un très gros tournoi. Donc on a 42 équipes, donc 5 poules de compétition où là c'est vraiment que des licenciés. Ensuite, il y a 2 poules loisirs où des non-licenciés s'inscrivent juste avec un certificat médical. Et puis la poule féminine. Mais là, on ne peut pas se présenter le samedi matin. Et là, on a vu les joueuses de l'équipe féminine, là? Non, ça c'était les pom-pom girls qu'on a vu. Ah oui, d'accord, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Voilà, d'accord. On redonne l'heure, la date, le jour? Donc ce sera samedi 22 à la Grande Motte, plage du Couchant, à partir de 9h, donc début des matchs de poule. Les toucher, ces plages du Couchant, c'est facile à retenir. Vous, en Argentine, il y a le football, mais il y a aussi beaucoup le rugby. Vous êtes plutôt rugby, plutôt football? Oui, il y a pas mal de rugby, oui. Ouais. Et vous êtes plutôt foot ou rugby? Ah, plutôt rugby. Ah, plutôt rugby. Ben, j'étais plutôt rugby. Ah oui. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est parce que moi, le foot, c'est facile, hein, Argentine, Maradona, Messi, voilà. Mais bon, sur le rugby, on est moins... Non, mais c'est quand même... il y a pas mal de rugby en Argentine. Mario Ledesma était un des entraîneurs de l'équipe de Montpellier. Et c'est un Argentin. Un Argentin. Ouais. Il y a des joueurs argentins à Montpellier. Absolument, il m'a eu l'occasion de le recevoir d'ailleurs parfois sur ce plateau. Merci beaucoup et bon tournoi, restez avec nous, c'est la pause, mais on se retrouve pour la troisième partie. On va parler de cinéma, la troisième partie. Si tu veux, ouais. On va rencontrer Jamel Debbouze même. Oui, également. Ouais. Et oui, ouais. c'est comme ça sur Télé Sud. À tout de suite.